Si vous avez toujours envie de chocolat, malgré tout le chocolat que vous mangez, il y a un problème. Les chiffres disent, au bout de 2 ans, 3 ans, tout le monde a repris le poids perdu, et il y en a 40% qui en ont repris plus. En réalité, vous ne mangez pas parce que vous avez faim. Vous mangez parce que la faim a déclenché une envie de manger. On ne connaît pas vraiment très bien les raisons de l'obésité. Ça, c'est difficile. Mais je crois que maintenant, on peut dire qu'on a la quasi-certitude que les régimes vont aggraver le phénomène, ils vont l'amplifier. Donc, on ne peut pas forcément affirmer qu'ils en sont responsables, parce que vraiment, l'obésité, ça semble une maladie très complexe. Mais on a suffisamment d'études aujourd'hui, d'évaluations, pour dire que ça amplifie le phénomène, très clairement. Très clairement. Parce que tous les régimes amènent à la même chose, c'est-à-dire reprendre du poids. 95% des personnes. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, et ce chiffre de 95% revient dans toutes les études. C'est énorme. Donc pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez créé une méthode, en fait, qui est ce qu'on appelle l'anti-régime. Alors je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est pas un régime. Alors, pour comprendre, il faut définir ce que c'est qu'un régime, d'abord. En fait, un régime, c'est une manière de contrôler mentalement sa façon de manger. De s'imposer un certain nombre de règles. On le dit de façon différente. Il y en a qui vous disent qu'il faut un régime avec des règles extrêmement cadrées. Et il y en a qui vont vous dire simplement qu'ils font attention, qu'ils surveillent. La manière un peu plus soft de le dire. Bon. Mais tout ça, ça passe par du contrôle mental. Anatomiquement, par ce qu'on appelle le système exécutif qui se situe dans le lobe frontal, qui est la partie du cerveau qui nous permet de travailler. Cette discussion, si on peut l'avoir, c'est grâce à cette partie du cerveau. Quand j'étudie mes dossiers, c'est cette partie du cerveau qui travaille. Donc elle a des capacités limitées. Vous remarquez que vous ne pouvez pas traiter 12 dossiers en même temps. Oui. Voilà. Et le comportement alimentaire, d'une certaine manière, pour le cerveau, c'est un dossier. Contrôler son comportement alimentaire, c'est un dossier. Bon, donc, il ne va pas pouvoir le faire de manière continue, parce que c'est un système qui mobilise de l'énergie, qui a besoin de se recharger, donc, de se reposer, et on ne peut pas avoir un contrôle dans la continuité. On a toujours des ruptures dans ce contrôle, obligatoirement. Comme quand vous travaillez, vous êtes obligé de reposer votre cerveau. Bon. Mais quand vous reposez votre cerveau, quand vous cessez de contrôler le comportement alimentaire, ça se traduit par des pertes de contrôle. Et il arrive un moment où ces pertes de contrôle deviennent plus importantes que les périodes de contrôle. Donc le poids, lui, il augmente. Bon. Donc, jusqu'ici, on s'y est toujours pris de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a bien compris que pour perdre du poids, il fallait moins manger. Et pour moins manger, on faisait de manière un peu volontaire et arbitraire. On décide que, à partir de maintenant, on mangera que des légumes. C'est pour ça qu'il existe 350 régimes. On peut le faire de toutes les manières qu'on veut. On peut dire je mange comme avant, un tiers de moins. On peut dire comme avant, mais j'enlève les sucres. Comme avant, mais j'enlève le gras. Vous pouvez enlever tous les brocolis. Vous pouvez enlever le camembert. Vous pouvez enlever n'importe quoi. De toute façon, si vous enlevez les calories, vous tendez vers ce résultat-là. Bon. Mais ça se fait de façon volontaire et arbitraire. Voilà. Et donc, comme ça passe par ce système qui a des capacités limitées, au bout d'un moment, les gens lâchent l'affaire. Et les chiffres disent, au bout de 2 ans, 3 ans, tout le monde a repris le poids perdu, et il y en a 40% qui en ont repris plus. Bon. Donc la question, c'était de comprendre comment on pourrait manger moins, mais sans passer par ce contrôle volontaire, par ce système exécutif. Et la neurophysio a fait des progrès immenses ces dernières années. Véritablement, on comprend des tas de choses qu'on ne soupçonnait pas. Et ce qu'on comprend et ce qu'on sait maintenant, c'est que le comportement alimentaire, en fait, est soumis à différents contrôles. Alors, il y a ce contrôle mental, mais qui ne fait pas grand-chose au bout du compte. Et puis, il y a des contrôles automatiques et inconscients. Donc, il y a un contrôle
il y a des systèmes qui vont contrôler, par exemple, la faim et la satiété. Et il y a un autre système qui, lui, contrôle les envies de manger. C'est-à-dire que quand vous mangez, en réalité, vous ne mangez pas parce que vous avez faim. Vous mangez parce que la faim a déclenché une envie de manger. Et c'est ce système-là qui est le plus important. C'est celui-là qui se dérègle. Quand les gens ont des troubles alimentaires et qui nous disent j'ai tout le temps faim, en réalité, c'est faux. Ils n'ont pas tout le temps faim. Ils ont tout le temps envie de manger. Et c'est pas la faim qui se dérègle, c'est le système des envies. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que aujourd'hui, moi je me suis rendu compte qu'on pouvait faire un travail qui permettait d'avoir moins envie de manger, de faire diminuer les envies de manger. Si bien que si j'ai moins envie, d'une certaine manière, je vais manger moins parce que j'ai pas envie de manger plus, quoi. Sans se dire je me restreins. Mais ça passe plus par du contrôle mental. Donc c'est quoi, c'est un travail psychologique ? Oui, c'est quand même plutôt, s'il fallait le ranger quelque part, on va plutôt le ranger dans le secteur psychologique, oui. Oui, mais c'est un travail psychologique sur le comportement alimentaire. Oui. C'est pas un travail psychologique sur les tenants et les aboutissants de votre vie entière. Hein. Oui, c'est un travail comportemental. C'est un travail qui est comportemental, qui porte sur le comportement alimentaire. Est-ce que sur la manière de manger. Un exemple un peu précis, par exemple, si moi je viens et que je vous dis j'ai toujours envie de manger du chocolat. Eh bien, en fait, c'est probablement votre manière de manger le chocolat qui ne réussit pas à faire disparaître votre envie de chocolat. C'est-à-dire que si vous avez toujours envie de chocolat, malgré tout le chocolat que vous mangez, il y a un problème. Je mange plein de chocolat, ça calme pas mon envie. Mm-hmm. Eh bien, c'est probablement votre manière de manger le chocolat qui vous empêche de vous débarrasser de cette envie de chocolat. Pour qu'une envie s'en aille, alors c'est en rapport, maintenant c'est formidable parce qu'on comprend beaucoup de choses. C'est en rapport avec le système dopaminergique de la motivation et de la récompense. Pour que cette envie de chocolat disparaisse durablement, alors évidemment elle reviendra à un moment quand même, hein, il faut que... Au moins pour la journée. Au moins pour la journée, ou pour plusieurs heures, ou pour plusieurs jours quelquefois. C'est-à-dire que quand on a fait ce travail, il y a des gens qui sont incapables... On reçoit des gens qui sont incapables d'avoir du chocolat chez eux parce qu'ils le dévorent dans la seconde. Et puis quand on a fini ce travail, on a des gens qui jettent le chocolat parce qu'il s'est périmé. Ils ont oublié qu'il y avait du chocolat chez eux. C'est quand même, ça fait une grosse différence. Donc, pour se débarrasser de cette envie, on va dire relativement durablement, il faut manger le chocolat d'une certaine manière. Alors, vous voyez, le chocolat, ça va rentrer assez souvent dans la catégorie des aliments, ce qu'on appellera réconfortants, émotionnels. Mm-hmm. Ce qui veut dire que déjà, quand j'ai une envie de manger émotionnelle, et que j'ai cette envie de chocolat, je dois manger du chocolat. Et pas autre chose. Sinon, on finira toujours par remanger du chocolat. Mais surtout, c'est que l'envie ne va pas disparaître. Le corps réclame le chocolat. Il y a un système de régulation des émotions qui passe par la nourriture. Et pour calmer une émotion, ce système a besoin d'aliments riches. Donc ça peut être du chocolat, ça peut être des gâteaux, ça peut être des chips, mais il faut que ce soit des aliments riches. Donc si vous lui donnez des carottes, il n'est pas satisfait, ce système, il ne fonctionne pas. Donc vous devez répondre à une envie par l'aliment qui est capable de calmer cette envie. Sinon, cette envie ne va pas disparaître. Pour faire très simple, si vous avez envie de fraises et que vous mangez des pommes de terre, vous allez rester avec votre envie de fraises. Là, c'est la même chose. Si vous avez envie de chocolat et que vous mangez des yaourts, vous restez avec votre envie de chocolat. Et vous allez donc devoir lutter plus fort. Donc la première chose, c'est ça. C'est de manger l'aliment dont vous avez envie. Bon, et qu'est-ce qui fait que le désir va disparaître? C'est le plaisir que vous allez ressentir. En fait, le plaisir est responsable de l'extinction du désir. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que quand les gens ont envie de chocolat, ils ne ressentent pas ce plaisir. Ils le mangent avec frustration. Soit parce que, d'abord, ils ne se sont pas autorisés à manger le chocolat,
soit parfois parce que c'est pas du bon chocolat, donc bah, oui, s'il est pas bon, ça fait moins plaisir. Mais surtout, c'est que quand on est dans la restriction, il y a des tas de mécanismes qui ne permettent pas de manger le chocolat de manière attentive, c'est-à-dire d'être concentré sur le plaisir que ça procure. L'attention va partir sur autre chose, et souvent sur ce fameux contrôle. C'est-à-dire qu'au lieu de se demander est-ce que c'est délicieux, est-ce que c'est bon, est-ce que je sens quelque chose, les gens, finalement, l'attention, c'est fais gaffe à pas en manger trop. Et ce plaisir doit être intégral. Il ne doit pas être, d'une certaine manière, pollué par la peur de grossir, par la peur de manquer, par la peur d'avoir faim, par la peur de perdre le contrôle, etc. Voilà, il doit être tout à fait concentré sur ce qu'on fait. Et là, l'envie s'en va. Elle disparaît. Et là, quand on a une envie émotionnelle, bah, au lieu de manger la tablette, on arrive à se débarrasser d'une envie avec 2 carrés, 3 carrés de chocolat. On s'aperçoit au repas suivant qu'on a moins faim, la régulation a fait son travail et tout rentre dans l'ordre. Donc, pour vous, en fait, et puis c'est un phénomène qui apparaît aussi assez régulièrement, le côté très étrange pour être une femme et avoir fait des régimes il y a très longtemps, de le moment même où on décide qu'on est au régime, on a faim. Comme si le déclenchement mental faisait que aïe, je suis en restriction, donc il faut que je mange au cas où, quoi. Alors, ça, en fait, vous réveillez quelque chose, là. Vous réveillez une peur archaïque. Au moment où vous allez décider de vous mettre en régime, vous dites on a faim. En réalité, non. On a envie de manger. Oui. Et on a réveillé une peur archaïque qui est la peur de manquer. Mais alors que 5 secondes avant, il se passait rien, et c'est juste la décision mentale qui fait que ça génère ça. Si vous décidez de faire un régime, en fait, mentalement, vous êtes en train d'anticiper du manque. Je vais faire un régime, donc je vais moins manger de ci, je vais moins manger de ça. Et vous allez réveiller cette peur archaïque de la peur du manque, que tout le monde a. On a tous cette peur de manquer. Tous. Parce que c'est une peur qui a été indispensable à la survie. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, cette peur de manquer de nourriture, elle devrait être en sommeil. Elle n'a pas lieu d'être, mais elle est quelque part en nous, mais elle est en sommeil. Et les régimes vont réactiver cette peur du manque. Et est-ce que ça réactive également le phénomène de stockage ? C'est ce qui se passe. Rationnellement, quelqu'un qui a peur de manquer, s'il a raison d'avoir peur de manquer, bah, rationnellement, il est censé prendre des précautions et faire des stocks. Et c'est exactement ce qui va se passer là. Les gens vont manger pour anticiper le manque. C'est-à-dire quand ils vont manger leur dernier carré de chocolat. Enfin, c'est plus leur dernier carré d'ailleurs, ça va être leur dernière tablette. Ils mangent à chaque fois leur dernière pizza. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils mangent des aliments sur lesquels ils cherchent à mettre des limites et du contrôle, ils vont en manger comme si c'était la dernière fois. Alors, quel serait votre conseil ? Parce que c'est difficile, c'est-à-dire qu'on est dans une... On nous dit, il faut pas manger de ça, il faut pas manger de ça, il faut pas manger de ça. Attention, prends du plaisir, parce que si jamais en plus tu culpabilises, tu vas encore plus grossir. Il faut quoi ? Il faut réussir à se détacher, en fait. Oui, mais vous voyez bien que ce sont des injonctions paradoxales. Vous pouvez pas dire à la fois attention, ça fait grossir et prends plaisir à le manger. C'est pas mangeable un aliment de cette sorte. Oui, mais on le dit souvent. Bien sûr, on le dit toujours. Bon, bah, fais-toi plaisir. Mais c'est faux. Il n'y a pas de fondement. Mais c'est faux. C'est absolument faux. Il y a 2 choses d'abord. La première sur le plaisir, c'est que dans les régimes, très souvent, on dit aux gens n'oubliez pas de vous faire plaisir. Essayez de vous faire plaisir de temps en temps. Ce qui est une aberration. Le plaisir est absolument indispensable à l'acte de se nourrir. Tous les jours, tout le temps, à tous les repas. Oui, mais c'est tous les jours, à tous les repas, de la première à la dernière bouchée. Parce que c'est lui qui est régulateur. C'est-à-dire que tant qu'il y a du plaisir, on mange. Quand il n'y en a pas, quand il n'y en a plus, c'est à ce moment-là qu'on s'arrête. Donc s'il n'y a pas cette disparition du plaisir, on ne sait pas manger. On ne sait plus à quel moment on doit s'arrêter. Donc le plaisir, c'est le processus régulateur. C'est lui qui dit quelle quantité.
Bon, donc il ne s'agit pas de se faire plaisir une fois de temps en temps, mais il s'agit d'avoir du plaisir à tous les repas, à chaque bouchée. Et quand il n'y en a plus, c'est là justement que le repas s'arrête. C'est le processus naturel, physiologique du rassasiement, qui met un terme à un repas. Bon. Ensuite, tous ces discours sur les aliments qui font grossir, d'autres qui ne feraient pas grossir. Bon, aujourd'hui, les choses sont relativement claires. Tous les aliments font grossir. Un aliment qui ne fait pas grossir, ça n'existe pas. Ils font tous grossir de la même manière. Une calorie de chocolat fait autant grossir qu'une calorie de pomme ou qu'une calorie de salade. Donc là-dessus, en principe, le débat devrait être réglé, ce qui n'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment un métro de retard, pour ne pas dire 10 métros de retard. On en est encore à faire des préconisations et à dire il y a des aliments qu'il faut manger, il faut manger plein de fruits et de légumes, il faut éviter des gras et des sucrés. Ce qui crée une dichotomie, ce qui crée une discrimination et ce qui va créer des tas de dérèglements, des tas de peurs. Quand on ne pourra plus manger ces aliments avec la sécurité dont on a besoin pour que le rassasiement opère. Et c'est fondé sur des arguments qui sont parfaitement faux. Je peux vous citer quantité d'expériences qui démontrent exactement le contraire. Et aujourd'hui, dans un congrès de nutrition, il n'y a absolument plus d'intervenants, j'en ai pas entendu depuis des années, qui prétendraient que les lipides ou que les glucides font plus grossir qu'autre chose. Aujourd'hui, une calorie, c'est une calorie. Il y a quand même des aliments plus santé, enfin qui sont... Absolument. Alors, le débat, il peut y avoir un débat là-dessus, qui est pas simple. Il peut y avoir un débat sur des aliments qui sont bons pour la santé, d'autres qui sont moins bons pour la santé. Et en fait, c'est même pas qu'il y a des aliments bons pour la santé ou mauvais. C'est toujours une histoire de proportion. C'est trop de tel aliment peut être mauvais pour la santé. Et pas assez de tel pourrait aussi être bon. Mais la santé, ça n'a rien à voir avec le poids d'un point de vue de la physiologie. Du point de vue de la physiologie, la question du poids, c'est la question des calories. Et du point de vue de la santé, la question, c'est celle de la répartition et de la diversité alimentaire. Et ce sont deux problèmes qui sont tout à fait parallèles, qui ne se croisent quasiment pas. Vous dites dans votre livre... on peut manger un sandwich au saucisson et puis manger une pomme à la fin, alors que pour la pomme, on n'a plus faim. Et c'est elle qui va faire grossir. C'est elle qui aura beaucoup plus de chances de vous faire grossir. Parce qu'elle arrive en trop. Parce qu'elle arrive en trop. Si elle est au-delà des besoins, c'est ce qui arrive, c'est le dernier arrivé qui fait grossir. C'est pas le premier. Même si c'est une pomme. Mais tous les aliments, que ce soit des pommes, des fromages, du steak ou ce que vous voudrez, ou des légumes, tous les aliments, quand ils sont consommés en trop, c'est-à-dire que le corps n'est plus en trop, ça veut dire que le corps n'est pas capable de les brûler, il va falloir qu'il les stocke, et la seule forme de stockage connue dans le corps, possible, c'est le gras. Donc tout est converti en gras. Et je vous fais juste remarquer que les plus gros animaux de la planète sont tous des herbivores, hein. Il y a pas de... Enfin, tous les éléphants, les rhinocéros, etc., sont tous des herbivores. Il n'y a pas de mangeurs de pizza dans le lot. Hein. Qu'est-ce que vous conseilleriez du coup aux gens qui sont complètement perdus? De se reconnecter, d'essayer de faire sans tous ces discours? C'est très difficile de donner des conseils, je dirais de transformer ça en conseil de santé publique. C'est très très difficile. Parce que dire aux gens vous pouvez manger ce que vous voulez, s'ils ne sont pas capables de concentrer leur attention sur eux, ou de se sentir en sécurité, ils en mangeront de trop grandes quantités. C'est pas si évident que ça. Entre le plaisir et la sécurité, il y a une sorte de compétition. C'est-à-dire que, très souvent, les aliments qui feraient plaisir ne permettent pas de se sentir en sécurité. C'est-à-dire ce qui me ferait plaisir, c'est le chocolat, mais je ne me sens pas vraiment en sécurité. Et les aliments avec lesquels je me sens complètement en sécurité ne sont pas forcément ceux qui me font systématiquement plaisir. Donc il y a une sorte de rivalité.
Et malgré tout, quand on priorise dans le travail que moi je fais avec les patients, la priorité c'est d'abord d'amener la sécurité. Le plaisir va venir de lui-même par la suite. C'est-à-dire que les gens vont réintroduire progressivement des aliments avec lesquels ils ont beaucoup de plaisir, mais avec lesquels ils n'étaient pas tout à fait en sécurité. Mais je le fais dans un accompagnement. Transformer ça en message de santé publique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais parce qu'on a un problème dans notre société de justement de diabolisation, de surconseil, de maigrissez pour l'été, Alors d'abord, je pense qu'il serait très utile de bien séparer la question du poids et la question de la santé. Voilà, d'arrêter de faire un amalgame, de tout confondre. Il y a des gens qui en sont à penser que l'huile d'olive, ça fait maigrir. Voilà. Bon, alors qu'en réalité, parce qu'il y a une confusion entre le message santé sur l'huile d'olive et les messages poids. Et en fait, les gens finissent à penser que ce qui est bon pour la santé ne peut pas les faire grossir. Si j'achète bio... oui, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Donc non, c'est de la confusion. Voilà. Donc déjà, il faudrait qu'on sépare tout ça. Dans l'esprit de chacun, il y a les problématiques de santé et qui sont liées au choix des aliments. Donc manger des aliments sains, des aliments naturels, etc. Et puis diversifier son alimentation. Et puis il y a la problématique du poids qui est liée à la quantité de nourriture. Voilà. Et il faut bien séparer. Alors je pense que si déjà on arrive à faire ça, on va moins stresser les gens. Essayer d'envoyer des messages sur comment renforcer l'attention sur soi quand on mange. Et donc, des messages qui seraient déjà très simples, c'est au moins de dire de ne pas manger dans des écrans. Au moins de recommander aux entreprises de prévoir des pauses et de ne pas laisser les gens manger à leur poste de travail devant leurs ordinateurs. Des messages même aux universités, parce qu'aujourd'hui, ils ont supprimé dans certaines universités, on a supprimé les temps de repas. Donc les étudiants mangent avec leur cahier sur les genoux en écoutant le cours. Donc des choses comme ça, simples. Et puis la sécurité, c'est refaire venir cette sécurité, c'est pas la partie la plus simple. Aujourd'hui, dans les enquêtes sociologiques qu'on peut mener dans le monde entier, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'arrête pas de monter, c'est l'anxiété alimentaire. Ça n'arrête pas de monter. Donc comment revenir en arrière et faire revenir de la sécurité et de la confiance, c'est pas si simple que ça. Hein. Et donc, ça voudrait dire qu'on va vivre avec de l'anxiété alimentaire dans le futur. C'est la tendance. Oui. C'est la tendance. Je ne sais pas comment elle va s'inverser. Mais plus on fait d'informations nutritionnelles, plus on met le focus sur les scandales alimentaires qui sont de moins en moins nombreux, et plus on accroît l'anxiété. La méfiance. C'est-à-dire qu'on finit par manger des aliments suspects. Or, je vous rappelle cette grande phrase de Lévi-Strauss, pour qu'un aliment soit bon à manger, il faut qu'il soit bon à penser. Donc si on n'arrive pas à penser du bien de ce qu'on mange, on ne sait pas le manger. Qu'est-ce que ça veut dire, traduit en physiologie du comportement? Ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas comment... on ne sait pas se rassasier de cet aliment. Donc on mange plus. Et donc, Ou moins. Ou moins, ou plus, mais pas ce qu'il faut. Ok. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Mais je vous en prie.